Une malformation, un accident brutal, une maladie soudaine ou un événement spécifique. La vie nous impose parfois des combats que nous n'avons pas choisis. Je m'appelle Méline Coulon, bienvenue dans Vaincre et sourire. Je pars à la rencontre de ceux qui ont traversé l'épreuve. Ils nous livrent leur histoire, leur victoire et surtout une formidable leçon de résilience. Comme ce podcast aborde des récits de vie intenses et sans filtre, si tu as une sensibilité particulière, je t'invite vivement à consulter la description pour connaître les thèmes précis pendant l'écoute. Et rappelle-toi, après une nuit sombre, le soleil finit toujours par se lever. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va écouter l'histoire de Marion qui il y a 8 ans de ça s'est fait renverser par un pick-up lancé à plus de 100 km/h alors qu'elle était à Rio de Janeiro au Brésil et malgré la violence incroyable du choc, elle est encore là, debout, solide plus que jamais, on en parlera un petit peu tout à l'heure pourquoi solide. On a parlé ensemble et tu m'expliquais que c'était aussi une sorte de thérapie pour toi de parler et de raconter ton histoire. Mais je voulais quand même te remercier de partager ton expérience et ton histoire. Merci beaucoup d'être là. Avec plaisir, c'est gentil. Je vais te laisser nous raconter ce fameux 24 août Okay. où tu vas nous expliquer ce qui s'est passé. Donc il y a 8 ans de ça, j'étais en dernière année de licence d'architecture mais à Toulouse. Donc j'ai choisi de partir un peu comme un Erasmus à Rio, au Brésil. Le départ était prévu le 14 août. Il s'est passé des petits jours en août, c'est l'hiver, à Rio. Donc il fait ultra beau. Du coup, j'ai passé 10 jours où j'ai pu commencer à m'inscrire dans un club de rugby. Et j'ai pu aussi acheter un surf. Je récupérais le 24 août le midi. Et mon premier entraînement de rugby s'est passé le 24 août, exactement. Le soir, à 20h. Moi, j'ai plus aucun souvenir. Donc, je ne me rappelle de rien. Mais on m'a raconté ensuite. C'est quoi ton dernier souvenir du coup de cette journée? Je récupère le midi ma planche de surf à Rio. Ok, ça c'est le dernier souvenir que tu as. Ouais. Ok. Et donc 6 heures plus tard, il se trouve qu'apparemment je vais à l'entraînement de rugby qui se trouve sur la plage de Botafogo. Et pour y aller, je dois traverser une route. Il y avait un tunnel souterrain piéton. Évidemment, je n'étais pas au courant. Et puis, c'est très mal indiqué à cet endroit. Là, je me fais percuter par le pick-up qui roule la route est limitée à 100 km/h. Donc, voilà. Ok. Et de cet accident, on a découlé du coup 3 quarts d'heure où j'ai attendu les secours. Et ensuite, j'ai été opérée d'urgence à l'hôpital public Miguel Couto à Rio. Et là, j'ai été opérée pendant plus de 8 heures. D'accord. Parce que tu arrives à l'hôpital, c'est quoi le bilan, si je peux dire? Le bilan, il est un peu catastrophique quand même. J'ai un trauma crânien très grave, Okay. Avec des lésions cérébrales. À ce moment-là, ils ne savent pas trop encore. Okay. Parce que le cerveau, c'est vraiment un organe hyper intelligent, mais hyper mystérieux aussi. Ouais. J'ai une immense fracture à la cuisse. J'ai deux fractures ouvertes au bras. J'ai tous les organes du ventre rompus. Donc, tout à l'intérieur, ça fait une hémorragie interne. Okay. Il faut la prendre d'urgence. J'ai une dizaine de fractures au dos, donc sur la côte, etc. Donc, honnêtement, mon pronostic vital est engagé. Okay. Voilà. Suite à ces 8 heures d'opération, mes parents sont mis au courant Okay. de mon accident.
ils arrivent à être au courant? Je sais que l'histoire est un peu Ouais, folle. c'est un peu fou parce que finalement, en fait, moi, quand je vais à l'entraînement, j'ai absolument aucun papier, j'ai que mon portable. Et sur mon portable est visible, l'écran est cassé, mais c'est visible le petit numéro du club de rugby. Donc directement les secours ont alerté le club. Knox, l'entraîneur, ne me connaissant pas, puisque c'est mon premier entraînement. Ouais, t'avais ça via un groupe WhatsApp, c'est ça Ouais, le numéro? c'est ça. Et en fait, ne me connaissant pas, il se dit, mais en fait, toutes mes filles sont là, je comprends pas. Et donc Solène, une Française expatriée aussi, avec qui j'avais conversé, avec qui j'avais convenu d'une rencontre au moment de l'accident, de l'entraînement, pardon. Ouais. Elle se dit, ok, c'est Marion, c'est sûr, en fait. Elle a fait tout de suite le lien en se disant tout le monde est là, ouais, sauf elle. Exactement. Et donc là, Solène se met à rechercher sur mon Facebook, sur tous mes réseaux sociaux, se met à rechercher mes parents ou la personne avec qui je suis à Rio à ce moment-là, Félix, mon ami. Et donc, elle trouve Félix, elle trouve ensuite mes parents. Donc, elle peut faire le lien et puis elle peut donner le contact de mes parents au consulat. Enfin, ok, parce que là, le consulat est mis dans la boucle et tout ça, quoi. D'accord. C'est ça. Okay. En soi, j'arrive à l'hôpital public avant d'être opérée et j'ai un bracelet, comme tous les bracelets d'identification, avec marqué juste jeune blanche européenne. Ok. Donc voilà, je suis notée comme ça. Très bien. Ensuite, du coup, elle réussit à contacter Félix, elle vient chercher Félix à l'époque à notre maison, du coup à Rio. Félix vient à mon chevet, c'est un peu compliqué, c'est un peu long. Mes parents sont du coup contactés par le consulat. Ils reçoivent un coup de téléphone à 7h du matin, le 25 août, donc le lendemain de l'accident. Un appel qui dit votre fille a eu un accident, son pronostic vital est engagé, venez la chercher ou au moins être à son chevet. Et c'est pas sûr que durant les 10 heures de vol entre Paris et Rio, elle survive. Donc là, gros coup pour tes parents. Mes parents, je pense que c'est la pire douleur qui puisse exister au monde. Ah ouais. C'est de perdre un enfant. Donc cette nouvelle, c'est quelque chose de... J'ai pas de mots. J'ai pas de mots pour ça. Suite à ça, mes parents, du coup, mon père, hyper pragmatique, il se met à charger des billets de vol. Maintenant, il gère ce voyage le plus calmement possible. Ils arrivent à Rio. Ils sont accueillis par Félix Knox, l'entraîneur qui m'avait absolument jamais vu. On se rappelle. Solène, qui est là à mon chevet, celle qui m'a sauvée, en quelque sorte. Et là, mes parents, en fait, se disent, on vient récupérer Marion, tout va bien, c'est bon, c'est fini. Ouais, on la ramène en France. Ouais, c'est ça. Sauf que, en fait, les médecins se rendent compte que je ne me réveille pas. Et là, ils calculent avec l'échelle de Glasgow, qui a une échelle qui permet de comprendre dans quel état la personne est. Et j'étais dans le coma naturel. Okay. Donc là, il a fallu attendre que je me réveille. Je me suis réveillée qu'un mois plus tard. D'accord, parce que quand tu t'es fait opérer, ils ont géré du coup l'hémorragie interne, mais aussi tes autres fractures. Ils ont tout fait, les 8 heures. Ça a été fixateur externe pour les membres et tout rafistolé dans le ventre, nickel quoi, tout nickel. Et à se dire, c'est bon, notre partie du boulot est faite, on attend qu'elle se réveille. Et comment ça se passe du coup toi, tu arrives à l'hôpital, donc il y a marqué jeune blanche européenne. En fait, comment le consulat est mis au courant? Est-ce que tu sais le lien entre l'hôpital et le consulat? Du coup, en fait, l'hôpital a eu des informations grâce à Solène, qui, elle, du coup, donne tout ce qu'elle peut
Elle dit que je suis française, etc. Donc en fait, petit à petit, D'accord. Le consulat français est mis en relation. D'accord. Mon père, évidemment, en fait, une fois qu'il est au courant, lui, il donne toutes les informations au consulat. Je suis assurée, toutes ces choses-là qui, finalement, au Brésil, 90% des Brésiliens ne sont pas assurés parce que ça coûte trop cher et qu'ils n'ont pas les moyens, en fait. Mais toi, on t'a opéré sans savoir quand même si tu étais assurée ou pas. Ouais, ils ont fait le nécessaire. Mais c'est une équipe médicale. Je pense qu'à ce moment-là, ils ne se posent pas la question. Ouais. Bah, dans certains pays, je crois qu'ils se posent la question. Donc non, ça va. Au Brésil... mais en tout cas, j'ai eu beaucoup de chance. Donc, tous les jours, pendant un mois, ils viennent à mon chevet et ils attendent. Ils espèrent un signe que je me réveille, quoi. Ok. Au bout de 3 semaines, je me mets petit à petit à me réveiller du coma. Ok. Donc, c'est pas comme un réveil de sommeil, c'est des phases de conscience qui vont être de plus en plus régulières et présentes, plus que des phases de sommeil. Et donc, encore une fois, petit à petit, le réveil se fait. Et toi, t'es consciente ou c'est tout brouillé? Je me rappelle de rien du tout. Ouais, ok. Mon premier souvenir, moi, remonte à ce fameux transfert de Rio en France en avion. Donc, j'allais venir. Une fois réveillée du coma, ils se sont rendus compte que j'avais une bactérie comme le staphylocoque doré qui m'a valu une septicémie. Donc, j'ai fait 1 semaine à 41 de fièvre, toujours avec, du coup, mon pronostic vital engagé. Ok. Suite à ça, ils comprennent qu'il y a une petite fenêtre de fièvre où la température est assez basse. Donc, ils se disent, c'est maintenant. Donc là, ils organisent tout le trajet, le transfert pour la France. Donc, je suis installée dans un avion commercial, on va dire, où ils ont enlevé 7 places de l'avion pour mettre des cloisons et me mettre dedans, pour un isolement sanitaire. Et les autres places, c'est des gens qui voyagent normalement? Et mon père est parmi ces voyageurs qui sont tous là sans savoir qu'il y a une petite meuf dans les cloisons là, qui entre la vie et la mort, quoi. Donc moi, c'est mes premiers souvenirs. Je me souviens d'une douleur atroce. Et surtout, j'étais enfermée, j'étais dans un brancard. J'avais absolument pas le droit de bouger puisque j'avais toutes mes fractures qui n'étaient pas encore du coup solides. Donc j'avais j'ai oublié le mot. Des ceintures, des ceintures, des sangles tout autour de moi. Je pouvais absolument pas bouger. Et je me souviens d'un moment de détresse où j'ai fait croire à l'infirmier qui s'occupait de moi que mes sangles étaient trop serrées au niveau de ma poitrine. Il avait donc défait la sangle pour la régler. Et moi, d'un élan de détresse, je me souviens m'être agrippée à sa taille. Mais c'était complètement fou, puisque en fait, j'étais complètement sanglée de partout. Oui. Mon bras ne marchait pas. Quand je me souviens de ce moment, ça me brise le cœur de me dire que j'étais à un moment de détresse infinie. Pour croire que je pouvais m'échapper, en fait. Ouais. Mais est-ce que tu avais conscience aussi je mets des gros guillemets, mais de l'état dans lequel tu étais? Non, pas du tout. Oui, donc pour je toi, comprenais juste pas du tout ce que je faisais là. Et c'était... je me souviens d'une incompréhension totale, mais d'une douleur. Et on t'explique, là? L'infirmier qui était là, il t'explique? Je pense qu'on a dû m'expliquer 500 fois. Ouais. Mais le temps que mon cerveau il imprime cette information, moi, il faut dire qu'à ce moment-là, j'étais déjà mi-consciente. Ouais. Et en plus de ça, on me gavait de morphine et tout,
parce que j'avais trop mal. Donc, j'étais complètement défoncée. Enfin, vraiment, c'était un trip interminable. Et en fait, on me met à l'hôpital de Vannes, en Bretagne. Donc, je fais Rio-Francfort en avion économique. De Francfort jusqu'à Saint-Nazaire, j'ai fait un retour en jet privé avec mon père. Et l'équipe médicale, évidemment. Ok. Et une fois arrivée à Saint-Nazaire, j'ai fait le retour en ambulance jusqu'à Vannes, où je suis admise à l'hôpital Chaubert en réanimation pendant 3 semaines. Ok. Donc moi, à ce moment-là, c'est encore très, très, très flou, cette période. J'avais dit des conneries à ma meilleure amie Aurane qui était venue me voir. J'étais là, je lui disais, je suis à la crème. Enfin, c'était vraiment Marion, quoi. J'étais dans un état. Tu délirais en fait. Ouais, complètement. Je disais, que c'est beau, les fenêtres sur la verdure, la prairie. Alors que ma chambre, il n'y avait pas de fenêtre. Enfin, c'était ridicule. Mes frères ont pu venir me voir à ce moment-là pour la première fois. Donc, Mathieu, qui a 2 ans moins moi, avait fait, en me voyant, en fait, couverte de plaies et si marquée par la douleur, qui avait fait un malaise. Enfin, voilà, le choc des réactions pour eux aussi. des réactions pour eux très, très, très douloureuses. Ouais, puis pour eux, il y a plus d'1 mois en fait entre ton accident et C'est le ça. moment où ils te voient, Ouais. où c'est un peu, ils savent pas ce qu'ils vont voir. Entre Exactement, guillemets, c'est ça. Et après ces 3 semaines en réanimation, j'ai plus besoin de soins urgents, ou du moins d'une surveillance très... j'ai oublié mes mots, je cherche mes mots encore. Ouais, que tu sois vraiment J'ai plus besoin sous d'une contrôle surveillance constante. constante. Du coup, on me transfère à l'hôpital qui est à 10 minutes de chez moi à Auray. D'accord. Afin de faciliter mes parents qui puissent venir me voir, même avec leur reprise au travail. Parce que ça, à ce moment-là, ils sont encore sous arrêt maladie pour maladie d'enfant. D'accord. Et ça leur permet quoi? C'est plus long, Ça leur il y a moins permet- besoin d'aller chez le médecin pour renouveler, il y a... Ça leur permet d'être à mon chevet, en fait, et de pouvoir être remplacés au travail facilement, quoi. Ouais, sans qu'il y ait trop de paperasse entre C'est guillemets ça, à faire, ça exactement. facilite l'arrêt, quoi. Exact. Ok. Je me mets comme ça, puisque ma jambe elle continue encore à me faire des petites dingueries. Je vais mettre les 2 même. Ensuite, du coup, on en arrive à Auray, à l'hôpital, donc on est mi-octobre. Moi, il faut savoir que j'ai passé, du coup, à mon réveil de coma, mon anniversaire, mes 21 ans à l'hôpital. Super. Et ensuite, je reste 4 mois à l'hôpital, allongée, à pas pouvoir bouger, puisque j'ai une fracture. Ah oui, j'ai oublié. J'ai une fracture à la hanche qui fait que j'ai pas l'appui, en fait, que c'est pas possible pour moi de me mettre sur mes jambes. Donc, du coup, je reste au lit. Et là, ma mère, elle se met à devenir mon agenda sur pattes, parce que tous mes copains ils viennent me voir, en fait, à Auray. Ouais, là, t'es soutenue. Enfin, Et là, en ça, plus de ta c'est- famille, tu sens qu'il y a... C'est super, enfin, je suis vraiment... j'ai un entourage qui est incroyable, j'ai plein d'amis qui viennent de partout, de Belgique, de Toulouse, enfin, de Portugal. Enfin, parce qu'il faut savoir que cette année-là, du coup, tous mes copains d'archi, ils sont tous à l'étranger, puisque on a tous décidé de faire ensemble la même année dans des pays différents. Donc il y en a certains qui rentrent pour me voir, ça me fait tellement plaisir. Ouais. Et là, par contre, t'es plus sous médicaments. Le moment où tu changes d'hôpital, on te baisse Si. Enfin, quand même. Je suis toujours sous médicaments. C'est évidemment qu'on va baisser petit à petit, mais j'ai une dose de morphine. Il me faut, je pense qu'au bout de 3 mois, j'arrête la morphine et je suis comme
comme un camé qui est en cure. C'est-à-dire que toute la nuit, je vais avoir des sueurs froides, je vais trembler comme quelqu'un qui va, comme quelqu'un qui va être complètement addict. Mais tu arrives par contre à être consciente de ce qui se passe autour de toi, parler normalement. Oui, enfin, c'est un peu... maintenant, avec du recul, je me dis que, bon, j'étais pas vraiment consciente de ce que j'avais. Surtout que j'ai fait un très gros déni de l'importance, de l'impact de cet accident jusqu'à un an après, je pense. Et donc j'étais à ce moment-là, cette année-là, j'étais une machine un peu en déni en me disant bon, dans 2 mois je retourne à Rio, tout va bien, c'est ok. Dès que je remarche, hop, c'est terminé. Sauf que non Marion, c'est pas comme ça que ça marche. Et en fait, se passe l'été où je rentre en centre d'éducation à Carpap à Lorient. Là, je découvre des gens, j'ai l'impression que c'est la cour des miracles. Je me dis, mais j'ai rien à faire là. Moi, je suis complètement normale et eux, ils ont des touchés à la tête et ils seront plus jamais comme avant. Mais c'est pas du tout mon cas, en fait. Bon, moi, ils se sont trompés, en fait. Et ils m'ont mis là, mais... Ouais, moi, j'ai juste eu une fracture à la hanche. Moi, dès que je remarche, c'est reparti, quoi. Et en fait, en septembre, je vois tous mes copains repartir en études, donc soit à Rennes, soit plus loin, mais dans des grandes villes. Et moi, je reste chez mes parents en banc de douche un peu. Et je suis là, moi, je recommence Carpap. C'est reparti, mon petit quotidien où je prends le taxi à VSL, je fais 40 minutes aller, 40 minutes retour. En voiture, où je bombarde de musique. Je me rappelle mettre Skyrock à fond dans le taxi VSL et emmerder mon chauffeur parce que je vais être là, je vais chanter. Enfin, tu veux montrer qu'en fait, il n'y a pas de problème, tu vas bien, quoi. Oui, sauf qu'en fait, petit à petit, ces moments où je crie à tue-tête dans la voiture, ils sont de moins en moins présents, en fait. Je me mets de plus en plus à déprimer, à assombrir, en fait. Donc là, à cette époque, j'ai retrouvé mon amoureux mon premier amour de lycée. Et donc j'ai passé tout l'été avec lui, c'était super, vraiment. Il m'a fait une parenthèse dans l'enfer que je vivais. Ouais. Et, parce que là, à ce moment-là, du coup, t'es comment, toi, niveau santé, ton traumatisme crânien, tes fractures? Je pense que, alors, si je me souviens bien, je suis en fauteuil roulant parce que mon trauma crânien m'a donné un syndrome cérébelleux qui fait que, au niveau du cervelet, tout ce qui gère la coordination des mouvements, la coordination des cordes vocales aussi, et de l'équilibre, tout va être affecté. Donc à ce moment-là, j'ai plus trop d'équilibre, je peux pas rester très longtemps debout, à marcher. J'y arrive, mais avec des béquilles, et pas longtemps. Et je suis vite fatiguée surtout. Ok. Donc c'est faisable en soi. Mais ça demande une adaptation de la part de mes proches. Je peux évidemment pas conduire, donc mon copain à l'époque vient me chercher pour aller voir la mer. Enfin, vraiment essayer de m'extirper au maximum de cet enfer que je vis. Ouais, toi à ce moment-là, oui, t'es vraiment dans cette idée de j'accepte qu'on m'apporte de l'aide pour que j'aille dehors. C'est ça, j'ai pas le choix en fait, finalement. Et donc lui, il repart aussi en études, donc il repart à Lyon à l'époque. Et moi, je sombre petit à petit. Et je crois que c'est en octobre ou novembre où là, pour mon copain de l'époque, c'est trop dur. Et je deviens folle un peu, je m'agrippe à tout ce que je peux en fait, parce que je vois que je suis en train de sombrer et je veux m'accrocher à ce que je peux. Et en fait, j'y arrive pas et je fais du mal aux gens parce que je parle, j'ai des mots trop durs. Et là, à ce moment-là, Hugo me quitte. Et moi, c'est la goutte d'eau, en fait.
Voilà, c'est bon, j'arrête là, c'est bon, je ne veux plus. Et là, pendant les 6 prochains mois, mon médecin va dire à mes parents, vous la laissez plus seule, enlevez le verrou de la chambre de Marion. Je m'inquiète pour elle. Ok. Et toi, à ce moment-là, tu as pris conscience de ce qui t'était arrivé et que la vie, elle serait... Petit à petit, je comprends que ouais, en fait, j'étais complètement dans un déni incroyable, que en fait, je vais pas être capable de faire tout ce que je veux, que je vais plus remarcher comme avant. Je commence vraiment à me dire que j'ai failli mourir, vraiment, mais et en fait, non, je suis en dépression totale à ce moment-là. Ouais, ça, c'est trop dur à accepter. Ouais. Il y a un truc qui t'a fait te prendre un peu la première claque? Je pense que c'est quotidiennement, c'est le regard de l'autre, c'est le fait d'être dans la rue en fauteuil roulant avec ma mère, que ce soit elle qui me pousse, alors que le sens de la vie fait que quand ma mère vieillira, j'espère le plus tard possible, mais c'est moi qui la pousserai en fauteuil roulant, c'est pas le contraire. Sauf que là, c'était ça, moi j'avais... Ouais, le regard de l'autre dans la rue, c'était horrible. Ce regard de pitié des gens qui me voyaient pas souvent, puisque mes proches, mes amis que je voyais quotidiennement, eux, ils étaient habitués, c'est bon. Oui. Mais j'avais un regard... rien que d'en parler, ça me donnait frisson. Et ouais, vraiment, je pense que pendant les 6 mois, pendant tout l'hiver, dépression. J'étais pas bien du tout. J'avais envie de mourir. J'ai essayé plusieurs fois. Je me suis rasé la tête. J'ai fait une Britney Spears quand même. Hein. Je me suis rasé complètement la tête. Mes parents, ils ont pété un plomb. Enfin, j'en ai fait voir des milles, des seins. Enfin, vraiment. C'était vraiment très dur. C'était des souvenirs. Quand j'y repense, c'est vraiment quelque chose de très sombre. Et puis en fait, moi, je suis toujours à Carpape, quotidiennement. Et là, je vais voir mon ami Baptiste, qui est moniteur de natation, du coup, dans la piscine de Carpape. Et tous les jours, je vais dans l'eau. Et là, le bonheur, en fait. Je pense que c'est ça qui m'aide le plus. On a un événement de Téléthon en janvier, il me semble. Et là, je me défonce à fond à la natation. Je nage peut-être presque 3 km, ce qui ne m'était absolument jamais arrivé depuis l'accident. Donc, il faut savoir que je suis nageuse de base. Avant l'accident, j'ai fait 10 ans de natation. Donc, c'est quelque chose qui m'est assez... familier, ça t'anime, ouais, quoi. Merci. C'est quelque chose qui te parle, quoi. C'est ça. Et là, je m'accroche, je pense. Quand je suis fatiguée, je reste juste en planche dans l'eau. Et Baptiste me met des musiques dans la piscine à fond. Enfin, vraiment, je suis chez moi, quoi. Je suis à la maison. Et je pense que ça m'aide énormément. Mon médecin me dit que Rio, pour le moment, c'est pas possible. Donc moi, ça me fout un coup. Mais du coup, il m'aide à me faire quelques petits objectifs, quelques petits progrès d'indépendance. Donc, j'entame un stage d'architecture en agence, en demi-journée seulement, pour que je puisse faire mes soins le matin au centre. Je m'installe dans un centre de jeunes foyers, dans un foyer de jeunes travailleurs à Lorient. Ce qui fait que j'ai une petite chambre, donc petit début d'indépendance, tu vois. Donc là, déjà, tu as un peu sorti la tête de l'eau, parce que le médecin, il dit, OK, là, elle peut être seule sans qu'il y ait toujours ce contrôle de... Je bluffe beaucoup. Je mens beaucoup à mes proches et à ma famille pour qu'ils puissent se dire, OK, elle va mieux, en fait. Ouais. Moi, je pense que je suis toujours aussi mal, ou un peu mieux, certes, mais vraiment pas bien. Mais je mens parce que il y a que comme ça que je peux y arriver, en fait.
si on me met aucun objectif, je vais encore plus sombrer. Ok. Et il me faut en fait mentir pour avancer. Donc je mens et ça marche. Faut croire que je mens très bien. Je pars. J'ai un petit peu d'indépendance, ça me fait un bien fou. L'architecture, je remets un pied dedans, donc je suis contente. Et là, en avril-mai, on m'annonce que oui, je vais pouvoir repartir à Rio en septembre. Donc là, tout va mieux en fait, tout va mieux. Je vois un tunnel. Ouais. Je me dis, ok, la lumière, elle est là-bas, quoi, c'est bon. Et moi, je pense encore une fois que dans ma tête, inconsciemment, je me suis dit, ok, en fait, si je repars à Rio, c'est bon. C'est terminé, c'est derrière moi, rien ne s'est passé. Je vais reprendre là où je me suis arrêtée. En fait, quoi. Rio devient la destination où rien ne s'est passé, tout va bien. Comme si j'allais revenir à Rio et que que rien ne s'était passé, que l'accident, que je m'étais pas fait renverser, que j'avais plus aucune séquelle, enfin bref. Évidemment, c'est pas le cas. Donc là, je pars avec 2 copains, Julien et Jacques. Je suis partie pour 1 an, quoi. Et les 2 premiers mois, c'est horrible. Je pleure tous les jours. Je suis en colère contre cette ville qui m'a tout volé, en fait, qui m'a volé ma jeunesse, mon insouciance, pardon, qui m'a volé 2 années de ma vie où j'ai trimé pour remarcher, remanger, reparler, etc. Parce qu'à ce moment-là, tu n'étais plus en fauteuil, tu pouvais remarcher. J'ai en béquille, évidemment, okay. J'ai amené mon fauteuil pour être sûr au cas où. Quoi. Ok, donc tu as pu quand même aller là-bas malgré du coup que tu sois en fauteuil et tout oui. ça. Ok. Ouais, donc ça, c'est formidable. Donc, je vais pas bien à Rio. Je déteste ce que je suis en train de vivre. Et mes parents me disent au téléphone, bon, écoute Marion, on a pris des billets pour la Toussaint. Et le deal, c'est que si on passe 10 jours ensemble à Rio, mais si ça va toujours pas 10 jours après nos vacances, et bien tu rentres avec nous. Voilà. Là, tu mentais pas. Non. Tu voulais dire ce que tu ressentais. Ouais. Là, j'ai fait, là, ça va pas trop. Et au final, ça allait. Rio m'a apprivoisée, j'imagine. Et ça a été. Et j'ai passé une année formidable. Est-ce que tu es retournée dans ce fameux club de rugby ? Ouais, je suis retournée les voir. Et en fait, tous, un pareil, ils m'ont tous fait un câlin. Enfin, je suis retournée à la clinique où j'étais pendant 1 mois, du coup. J'ai revu des médecins. Il y a une aide-soignante qui, j'imagine, me connaissait et qui est venue, qui m'a embrassée, qui m'a fait des câlins, qui a pleuré. J'étais là, mais je ne connais pas cette dame. Merci beaucoup, mais j'ai aucun souvenir de vous. C'est gênant, là. Et c'était incroyable. Je suis retournée sur les lieux de l'accident et bon, je me souviens pas. Donc, en fait, j'ai cru que j'allais me souvenir d'un coup, mais en fait, pas du tout. Donc, je pense que c'était trop dur pour moi. Donc, c'est très bien que mon cerveau il me protège avec cette amnésie totale. Et puis, donc, je fais mon année. Je rentre en France, je fais ma dernière année d'archi. Je passe le diplôme avec brio, je suis contente. Et là, donc, je suis toujours à Toulouse. Je travaille 3 ans à Toulouse en agence. Et je me dis, bon, il y a un souci là, en fait. J'ai vécu un truc beaucoup trop important et beaucoup trop passionnant. Maintenant, je vois plus l'intérêt de passer autant de temps derrière un ordi et de... non, en fait, ça m'a plu. Il y a un truc qui me fait plus vibrer. Et donc, j'entame en septembre 2024. Ah, c'est ma mère. Oups, désolé. C'est pas grave. Ouais. C'est très bien, en plus que je me suis dit, le livre, il va arriver à un moment donné oui. et on va pas l'avoir. Ça va être parfait. Elle ferme tout le temps, c'est fou ça. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous voulez ? Voilà, bonjour. Merci, Maboune. Merci beaucoup. J'ai pas voulu gêner pour sonner pour pas t'embêter. Ah, mais t'inquiète. Mon nickel, t'as trouvé très bien. À toutes.
Du coup, vous aurez un petit aperçu de ma mère. Merci beaucoup. La fin, c'était j'entame en 2024. Merci, merci. Du coup, j'entame en 2024 une reconversion. Je rentre au CREPS de Toulouse et je fais un BPGEPS activité de la forme pour être éducateur sportif. Ok. Voilà. Donc, Et là, le fait que t'es... Est-ce que tu es encore en béquille? Est-ce que tu es... Non, tu remarches là? Je remarche. Ok, donc ça pose pas de problème, c'est pas une barrière entre Non. guillemets Non. pour rentrer. Je remarche. Il y a des choses que je suis plus capable de faire, mais je suis reconnue handicapée. Donc en fait, j'ai des adaptations qui sont effectuées directement pour ma formation. Donc c'est super. Tout se met en route. Le CREPS a été accompagnant à fond. Il a tout fait pour que j'aie mon diplôme et pareil, je l'ai eu. J'ai travaillé en alternance chez Sport Pro Santé à Toulouse, qui est un établissement avec des kinés et des prépas physiques, ce qui permet vraiment aux patients et aux clients d'avoir une prise en charge qui est complète. Ok. Ils peuvent faire du sport et avoir un accès au kiné assez facile et de pouvoir, au contraire, les patients des kinés peuvent avoir une prise en charge s'ils veulent de sport. Donc c'est super complet. Et pourquoi tu as décidé de partir dans le sport? Parce que c'est ce qui m'a sauvée, je pense. C'est ce qui m'a aidé avec la piscine, avec le renforcement musculaire pour combler mes déficits d'une jambe ou d'un bras. Et c'est le sport en fait. Moi, le sport, il a toujours été là. Avant l'accident, je faisais beaucoup de natation, je faisais du kitesurf, je faisais un peu de surf et je courais. Enfin, le sport était présent, on va dire, tout le temps. Donc en fait, ça m'est juste devenu une évidence. Il fallait que j'aille dedans. Donc j'ai fait ce diplôme, cette formation. Et là, j'ai déménagé à Marseille en août. Et je fais des remplacements en centre d'éducation en tant qu'éducateur sportif. Okay. Et je vais encore reprendre des études, je pense. Voilà. Pour faire quoi alors? Pour faire éducateur APA, donc activité physique adaptée. Et là, pouvoir travailler dans tous les centres d'éducation et avoir le même rôle que Loredana, ma prof de sport au centre de rééducation, qui m'a réappris à tout faire, à faire du vélo, et j'ai pleuré de joie avec elle. Enfin, la boucle sera bouclée. Ouais, exactement. En fait, j'aime à penser que on m'a tellement donné, on m'a tellement transmis en don de soi. Enfin, les kinés m'ont sauvé la vie, les profs de sport m'ont donné envie à nouveau. Et je veux à mon tour transmettre. Okay. Je veux pouvoir leur dire à mon tour. Merci. Et moi aussi, je vais aider ceux qui étaient dans ma situation. C'est ça. Et je veux pouvoir regarder les gens qui ont eu les mêmes accidents que moi et leur dire, vous inquiétez pas, ça peut se faire. Il y a la lumière Gardez au bout du tunnel. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Solide, ton livre, tu nous en parles un petit peu? Ouais. On mettra le lien sous le podcast. Très bien. Un an après l'accident, évidemment, j'ai toujours du mal à parler et certaines paroles ou certains événements ne sont pas racontables à voix haute. En tout cas, mes proches et ma famille, je ne veux plus leur faire de mal et les faire souffrir en racontant ce qui se passe. Donc je me mets à écrire. Je me mets à écrire et à raconter tout ce qui se passe au niveau de l'hôpital, au niveau de moi, mes pensées noires. Je me mets à écrire et puis il y a 4 ans de cela, je me dis mais si je perds mes carnets, mais en fait c'est 2 années de ma vie qui sont assez floues au niveau de souvenirs, qui partent. Donc ça veut dire que
tous mes souvenirs, toutes mes pensées et tout ce que j'ai pu écrire, je vais les perdre. Donc du coup, je me mets à écrire sur l'ordinateur toutes mes notes. Et à ce même moment, je rencontre le chef d'orchestre de chambre de Toulouse dans un train, improbable. Et on se met à discuter et il me dit, mais évidemment, de fil en aiguille, on en arrive à mon accident. J'en arrive à mes notes que je suis en train d'écrire au moment même. Et puis, il me dit, mais il faut que tu en fasses quelque chose. Donc là, il me convainc, il me dit, mais les gens ont besoin de savoir, en fait. Et il y en a peut-être qui sont dans la même situation que toi, qui ont besoin de lire ça et de se dire, ok, Marion, elle a réussi, on peut le faire. Ouais. Moi aussi, je peux y arriver. C'est ça, exactement. et là, je me suis dit, ok, pour mes proches et mon entourage, je vais le faire. Et donc, je me suis mise à écrire. J'étais à mi-temps à l'époque dans un centre, dans une agence d'archi. Donc, du coup, ça me permet de dégager beaucoup de temps pour écrire. J'écris, je cherche ensuite des maisons d'édition. Il y en a une qui me répond. Et du coup, tout s'enchaîne très vite finalement. Et Solide est là. Et Solide est arrivé. Il est sorti. Pourquoi le titre Solide ? Parce que, c'est une anecdote assez drôle. Je me fais tatouer à Marseille. Mon tatoueur, Finart, qui est devenu un copain, publie une photo de mon tatouage et même à Marion, casser mes solides. Et là, je me dis, ok, casser mes solides, c'est peut-être un peu long. Juste solide, c'est parfait. Ça me Parce correspond que, bien. oui, je crois que j'aime à penser que je suis cassée, mais solide parce que j'ai tenu le coup. Donc, Ouais, surtout solide, quoi. oui, voilà. Ok. Quelles sont les séquelles que tu gardes aujourd'hui de cet accident ? La fatigue, Ok. elle est incontrôlable. Il y a des jours où je vais péter la forme et d'autres où je ne vais pas y arriver du tout. Des soirées où il faut que je dorme à 21h et d'autres où jusqu'à 2h je vais être là complètement en mode il se passe quoi ? Et en fait, j'imagine souvent que chaque jour, pour moi, j'ai une jauge de batterie, comme un téléphone ou quoi. Et que plus je fais des activités, plus cette batterie elle part, comme tout le monde en fait, mais 10 fois plus vite pour moi. Et surtout de manière complètement incontrôlable. C'est-à-dire que le matin, je peux faire une activité qui va me prendre 2 heures, et je peux avoir ma jauge de batterie qui est terminée. Et là, il me faut dormir, beaucoup. C'est le traumatisme crânien qui a engendré ça ? Ouais, Okay. ouais. Donc du coup, je pense qu'en premier lieu, c'est la fatigue. En deuxième lieu, ça va être encore quelque chose de neuro. Ça va être la gestion de l'émotion. Je vais avoir des réactions des fois un peu trop excessives. D'accord. Et au contraire, des fois, je vais avoir pas de réaction du tout. Que tu n'avais pas avant. En fait, tu te rends compte j'ai toujours été quelqu'un de très, très démonstrative. Ok. Mais jamais autant à l'excès que ça. Ça commence à aller un peu mieux parce que j'apprends de mes erreurs et surtout j'essaye vraiment de faire des exercices pour y arriver, mais je peux être très excessive et je pense que la santé mentale que j'ai, elle est fragile encore. Je vais bien aujourd'hui, j'ai un moral d'acier, je suis trop heureuse, mais je fais attention, je me dis il y a toujours une petite part de moi qui est triste, qui est en dépression et qui n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir sortir. Donc dès que j'ai une mauvaise nouvelle ou quoi, je fais très attention parce que ça peut ressurgir. Ça peut être rapide, quoi. C'est ça. C'est comme un alcoolique qui est en cure, qui ne boit plus une goutte d'alcool. 40 ans plus tard, il peut rechuter. Donc moi, c'est pareil. Ok. Maintenant, au niveau physique, on va avoir ma main qui peut bouger, mais qui va avoir, je vais être pas précise,
Et surtout, en fait, je peux pas porter très lourd. D'accord. Donc, par exemple, au CrossFit, quand je porte ma barre, je vais tirer très fort de ce côté-là. Et celui-ci va être là, médecine, quoi. Vraiment. Et c'est quoi? Est-ce que c'est une fracture qui s'est mal En fait, remise? j'ai eu une double fracture avec tout le bras sorti. Ok. Donc, c'est pas très ragoûtant. Mais on va dire que j'ai tout le côté droit, en fait, a été cassé très fort. Donc, du coup, tout se remet très lentement. Avec mon trauma crânien, en plus, c'est une galère sans nom. Donc, je pense que je serai toujours comme ça, mais c'est pas. C'est juste ça, ça va, en fait. Ok. Je reviens de loin, donc je me Ouais. dis, bon. Et ma jambe, je boite encore un peu. Et des fois, je vais avoir des pertes d'équilibre qui vont me falloir des grosses chutes. D'accord. Ma dernière chute, c'était en janvier. Enfin, très grosse, hein, je veux dire, il y en a tous les jours des chutes. Mais en janvier, elle a engendré une fracture, une côte fracturée. En août d'avant, c'était le poignet qui était cassé suite à une chute, encore une fois. D'accord. Donc, bon, c'est... Et ça, c'est la C'est- faiblesse je- de la jambe. Ça n'a plus rien à voir avec ce que tu nous parlais du Si, traumatisme. c'est ma chute. C'est la enfin, c'est mon trauma crânien avec les pertes d'équilibre. Ah oui, c'est Ça, pas c'est- la faiblesse entre guillemets Non, de ta jambe qui c'est bon, j'ai entraîne- repris, ça Ok. c'est clair. Mais non, ça va être les chutes qui vont être qui vont être plus ou moins graves. Ok, et ça, c'est quelque chose que tu garderas toujours. C'est Ben, une conséquence du trauma ou en fait c'est que tu gardes. c'est une conséquence. Ok. Voilà, le syndrome cérébelleux est une conséquence du trauma, ça c'est sûr. Et ça fait 8 ans, donc en soi les chutes sont toujours présentes. Je me dis que dans quelques années elles seront encore présentes, mais moins. Enfin, c'est d'accord. vraiment. Parce que c'est quoi? Ça représente un hématome en fait dans le- Non, c'est vraiment un syndrome. J'en Sur sais les pas images, plus on parce voit que- pas en fait. Sur Non. les- Ok, Non, c'est non. ça. C'est C'est pas quelque ok. chose qu'on peut contrôler à l'image et se dire, ok, dans tant d'années, ce sera résorbé, quoi. C'est un D'accord. syndrome, c'est comme ça, en fait. Ok. C'est comme, c'est comme un, c'est comme, il n'y a pas de comparaison, mais on va dire qu'un trauma, un tétraplégique incomplet, comme grand corps malade, il va pouvoir remarcher petit à petit, mais on ne sait jamais où le progrès va s'arrêter. Et surtout, on sait pas s'il va régresser. Enfin, c'est une atteinte qui est incontrôlable encore. Ok. Voilà. Ok. Et il s'est passé quoi pour le conducteur de la voiture? Bah, rien. Rien, puisque c'était à Rio, c'est au Brésil. Il y a eu un procès verbal qui a été simplement archivé au commissariat de Rio. Mais lui n'a rien eu. Et je ne saurais jamais, en fait, si c'était moi ou si c'était lui qui était en tort. On peut imaginer qu'il était alcoolisé, on peut imaginer tout ce qu'on veut, mais on ne saura jamais. Et moi, je crois que j'ai fait le deuil avec ça. J'ai fait le deuil de cette explication et je crois que j'arrive à avancer sans et que maintenant, j'ai plus besoin de savoir. D'accord. Et quand il y a eu l'accident, tu dis qu'avant que les secours arrivent, il y a eu beaucoup de temps, enfin 45 minutes. Il y a eu tu dis. 45 minutes, ouais. Mais il y avait des témoins autour, enfin il y a des gens qui sont venus. Il y a des passants qui m'ont sauvée, en fait, qui m'ont fait les premiers secours avant que D'accord. le SAMU arrive. Il a mis 3/4 d'heure à venir quand même. Et donc, d'après les passants, j'étais consciente, mais je ne disais rien. J'avais D'accord. aucune émotion. Et le Donc, conducteur était auprès de toi, enfin il était. moi, on m'a simplement dit qu'il avait appelé les secours pour moi, mais qu'il était ensuite parti. Son pick-up, il est cassé. Enfin, vraiment, il était impossible de conduire encore. Donc, je sais pas. Je crois D'accord. que je saurai jamais. Je crois que tu as pris contact avec lui, c'est ça que tu m'expliquais? Sur le procès verbal, j'avais eu le numéro du chauffeur.
Et je l'ai contacté 4 mois après l'accident pour lui dire que j'étais en vie, que mon pronostic vital n'était plus engagé, donc il pouvait se rassurer quant au fait qu'il n'ait pas tué quelqu'un. Et donc il m'a répondu en disant qu'il était extrêmement heureux d'avoir ce message, que lui ça faisait 4 mois qu'il faisait que des cauchemars en pensant qu'il avait tué quelqu'un. Et après, j'ai coupé la communication parce que il était temps pour moi de me concentrer sur ma rééducation. J'avais pas besoin d'être en contact avec lui. Et je pense que j'avais besoin aussi de souffler. J'avais pas envie d'avoir un rappel constant. Pour toi, il fallait voir l'avenir et ça. lui, il te rappelait trop l'accident, quoi. C'est ça. Ok. Voilà. Ok. Et j'avais pas envie d'en apprendre plus, en fait. Je pense que c'est surtout ça. J'avais pas envie qu'il m'apprenne quelque chose que je voulais pas savoir. Ok. Et bon, on saura jamais, mais c'est comme ça. T'as de la colère contre lui ou t'as eu de la colère contre lui? J'en ai eu, elle s'est transformée contre tout le monde. Donc je pense que la première année ou les 2 premières années, j'étais en colère contre le monde, en fait, contre n'importe qui. Mais maintenant, j'en ai plus du tout. D'accord. Je suis OK avec tout ça. Voilà. Tu dirais quoi comme conseil à quelqu'un qui vit le même événement que toi? Un accident Je pense que le premier conseil qui me vient là en tête, c'est « Putain, mais sois patient, mec. » Moi, j'étais une fusée, je voulais juste que tout arrive dès le lendemain. Et, sauf qu'il faut être patient, il faut accepter que le temps, on ne compte plus en jours, en mois, on compte en années maintenant. Et en fait, c'est OK. C'est pas grave. Dis-toi que là, le plus important, c'est toi. Donc tu te reconcentres sur toi. Tu gardes espoir tout le temps pour toi, pour aller de mieux en mieux. Et tu t'accroches à des petits détails. Tout de suite, tu te dis pas, il faut que je remarche. Il faut au moins que j'ai l'appui, que j'arrive à bouger de plus en plus mes jambes, etc. Vraiment, c'est trop dur. Ça dépend de trop de principes, enfin de détails sur l'atteinte physique de la personne pour donner un conseil. Je pense que non, c'est s'écouter et prendre son temps, ça serait. C'est ça, ouais. Et pour les proches? Pour les proches, prenez sur vous les gars, parce que elle va passer dans des phases atroces, elle va être horrible avec vous, mais je vous jure, c'est pas définitif, ça va passer. Ouais. Puis c'est pas contre vous en fait. Non, la personne va se rendre compte en fait, avec du temps, que elle a été trop loin, mais elle a besoin de cette exutoire pendant longtemps. Ouais. Donc accrochez-vous. Parce que je crois que tes parents ont été très présents, enfin ils ont vraiment mené la barque. Ils étaient incroyables, ils ont été parfaits. Faut se rappeler ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai fait une Britney Spears 1 an après l'accident. J'en ai fait voir de toutes les couleurs. Je leur ai dit, je veux retourner à Rio. Non. Marion, arrête quoi, lâche-nous, laisse-nous tranquilles. Voilà. Mais ils t'ont écouté. Ouais. Ils ont été là, ils ont compris que c'était important pour moi. Et je pense que c'est l'essentiel. Ils ont été parfaits là-dessus. C'est clair. Si y avait un plus beau souvenir à garder de tout ça, ça serait lequel? Waouh, c'est trop dur. Il y a trop de... parce que là, j'en parle en parlant de toute cette rééducation, mais qu'est-ce qu'on est trop l'ensemble de rééducation. Mais vraiment, il y a l'humour noir, il nous sauve. Moi, on m'appelait le petit chevreuil ou le airbag. Ma pote Aurélie, qui est une de mes amies les plus proches, qui elle était aux attentats de Paris et qui s'est pris une dizaine de balles de la Kalachnikov, on l'appelait Trou de balle. Enfin,
Oui, on a le droit en fait là-bas. On s'est là-bas. tellement marré. Enfin, moi, je me suis tellement bidonnée à rouler des pétards pour les tétras qui avaient besoin de fumer pour plus avoir mal. Bah, c'est plein de petits détails comme ça, mais on s'est marré. Enfin, franchement, on s'est vraiment marré quand même. Ok. Voilà. Ça fait partie des plus beaux souvenirs. Il n'y a pas un souvenir, c'est intense, c'est tellement intense comme période. J'ai pas de souvenir plus fort. Non, il y en a plus trop. Ok. Est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais dire pour le mot de la fin? Je pense que il y a quelque chose, et j'en parle dans le livre, c'est la santé mentale. Je pense que ça, j'aimerais juste faire un focus là-dessus. Je t'en prie. Dire à tout le monde de faire attention à ça, parce que qu'importe qu'il se passe un accident ou pas dans la vie de quelqu'un, surveillons-nous en fait tous. Prenons soin d'autrui tout le temps, de nos proches, de notre entourage, parce que la santé mentale, elle est aussi importante que la santé physique, mais si ce n'est plus. Et elle n'est pas assez développée en ce moment, je trouve. On fait pas assez attention. Ouais, faut qu'on fasse gaffe. Et il faut accepter de prendre de l'aide, des antidépresseurs ou de voir des psys. C'est ok, c'est normal pour moi, mais n'importe quelle personne devrait voir des psys. Je suis assez d'accord. C'est évident, en fait. Et s'il faut avoir des bouées de sauvetage pour nager un peu et du coup se permettre de prendre des antidépresseurs, mais putain, la vie, elle est trop importante, donc oui. C'est pas une honte. C'est pas du tout une honte. Il faut y aller. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Marion. Mais merci à toi. C'est cool de pouvoir parler de tout ça, de raconter et de pouvoir diffuser cette information. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé ce moment fort avec nous. Si tu penses que cette histoire peut aider quelqu'un autour de toi, envoie-lui cet épisode. C'est peut-être le message d'espoir dont cette personne a besoin aujourd'hui. Et pour soutenir le podcast, n'hésite pas à laisser 5 étoiles ou un avis sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire et d'ici là, n'oublie pas, après une nuit sombre, le soleil finit toujours par se lever.